Monsieur le Président, Monsieur le modérateur, honorables députés communautaires, chers participants, me choix l'honneur de vous présenter la thématique de la transhumance et des conflits intercommunautaires dans un contexte de terrorisme dans les pays du Sahel, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ainsi que les défis et perspectives. Pour cerner la problématique, il faut contextualiser cette transhumance et les conflits engendrés dans ces pays en temps normal et pendant les défis sécuritaires dans un premier point, situer le cadre juridique et institutionnel mis en place par ces États dans un second point, relever les défis auxquels ces États sont confrontés dans un troisième point et dégager les perspectives dans le quatrième point. En ce qui concerne le contexte de la transhumance et conflits intercommunautaires, dans le contexte étatique traditionnel, c'est-à-dire là où il n'y a pas de défi sécuritaire, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, il faut noter, sont des pays à vocation pastorale. Une moyenne de 70% de la population est rurale et vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Les statistiques sont claires, le Burkina est à 71%, 58% pour le Mali et 84% pour le Niger. L'élevage contribue pour une part importante du PIB, 40% en moyenne pour ces trois pays. Parmi les types d'élevage pratiqués, la transhumance est prépondérante. Ce type d'élevage du genre extensif présente toute une dynamique de déplacement saisonnier. Dans ces pays, l'économie de subsistance est structurée autour du bétail, de la transhumance, du commerce et de l'agriculture. Une bonne partie de l'espace sahélien étant aride, le pastoralisme et les activités connexes font vivre des millions de personnes dans toute la région. Or, la transhumance et le nomadisme, mécanisme essentiel d'adaptation du pastoralisme à l'environnement sahélien, sont aujourd'hui menacés. L'environnement rural sahélien a connu des mutations ces dernières années. Nul ne peut ignorer la croissance démographique engendrée au cours de ces 20 dernières années qui a engendré l'augmentation des besoins alimentaires et l'extension des terres cultivées. Cette extension se fait au détriment des espaces pastoraux traditionnellement connus. Ces mutations compliquent aujourd'hui l'activité du transhumant qui se heurte désormais à des tracés de couloirs peu précis, des aires de pâturage petites très contiguës aux champs des agriculteurs, des couloirs très étroits où il est difficile de diriger aisément des troupeaux de grande taille. Or, il est de coutume que les conflits naissent très souvent sur la base de mésententes créées en rapport avec l'exploitation des ressources agro-pastorales. Les agriculteurs, avec l'extension de leurs terres, essaient de protéger au mieux leur culture. Les éleveurs aussi, à la recherche de pâturage, se déplacent selon un itinéraire traditionnellement connu. Le spectre des conflits fonciers avec leur cortège de victimes innocentes est devenu malheureusement un phénomène chronique, une donnée permanente au Sahel. Chez les éleveurs, l'enjeu est souvent plus dramatique. Les sécheresses successives et leurs répercussions sur le troupeau ont amené beaucoup de pasteurs à adopter la sédentarisation comme stratégie de survie. Les périodes de sédentarisation jadis assez courtes, c'est juste le temps de reconstruire leur cheptel décimé, deviennent de plus en plus longues.
Donc ça, c'est dans un cadre traditionnel, dans un cadre étatique traditionnel où il n'y a pas de défi sécuritaire. Dans ces trois pays, nous allons maintenant contextualiser dans un cadre étatique terroriste. Donc, nous savons que depuis la décennie 90, les rébellions se multiplient parce qu'il y a des mouvements armés successifs au Mali et au Niger, provoquant une montée de l'insécurité et le déchirement des liens sociaux. Les enjeux miniers, notamment uranium et pétrole, primordiaux pour ces zones marginales, induisent des revendications locales croissantes vis-à-vis des États centraux. La situation du Nord Mali est une illustration de l'incapacité de l'État à administrer et à promouvoir le développement de ces zones pastorales. Cette crise se traduit aussi par une fuite massive des pasteurs au-delà des frontières pour tenter de préserver leurs familles et leurs instruments de production. Il est connu que le contexte sahélien de sécurité est caractérisé par les répercussions d'une part de la crise libyenne et d'autre part de la crise malienne de 2012 sur les trois pays et les activités des groupes djihadistes visant à moyen et à long terme l'installation des califats, c'est-à-dire les États islamiques prônant la charia. Avec l'expansion du terrorisme dans le Sahel et la circulation des armes légères et de petit calibre, on en a parlé depuis hier et même aujourd'hui, il a été dit par mon prédécesseur du Nigeria, le contexte sécuritaire dans le Mali, dans ces pays que sont le Mali, le Sénégal et le Burkina, s'est dégradé. On a noté l'amplification des tensions entre agriculteurs et éleveurs dans les zones touchées par des attaques de groupes armés. L'accès aux ressources naturelles devient plus difficile ainsi que la cohabitation entre les communautés, car le système de régulation traditionnel et moderne fonctionne de moins en moins et les États ne parviennent plus à assurer la sécurité dans ces zones. Ces vides sécuritaires ont vu naître de nouveaux acteurs et une profonde remise en cause des équilibres entre communautés et à l'intérieur des communautés, posant à ce jour des enjeux et des défis majeurs en matière de paix sociale. Pourtant, la sécurisation de l'espace pastoral a été voulue et affirmée par l'ensemble des États membres de la CEDEAO. La plupart des organisations sous-régionales, notamment l'UEMOA, le SILS, l'Union africaine, considèrent que la transhumance transfrontalière est utile à la sauvegarde et à l'accroissement de la production du bétail. Donc, avant de numérer les défis, il faut aborder les questions de dispositions institutionnelles et réglementaires régissant la transhumance dans cet espace sahélien, singulièrement dans les trois pays cités. Le cadre juridique et institutionnel au niveau national. Donc les États ont établi un corpus juridique, d'autres des codes pastoraux, d'autres des codes ruraux, reconnaissant le pastoralisme comme une forme viable et durable d'exploitation des terres. Ces cadres nationaux ont établi des lois de gestion de terres pastorales et de ressources naturelles dont la mise en œuvre a, dans une certaine mesure, contribué à réduire le conflit entre communautés pastorales et agricoles. Mais il faut noter que ces instruments juridiques et institutionnels prônent le pluralisme juridique institutionnel et la cohabitation de plusieurs légitimités. En effet, dans ces pays, cohabitent plusieurs groupes ethniques, plusieurs systèmes de production, agriculture, élevage, transhumance, etc., et plusieurs systèmes de droit, notamment le droit traditionnel, droit musulman, droit étatique, qui entrent parfois en contradiction. Une question complexe se pose à ce sujet alors, souvent, quel est le droit applicable devant de telles contradictions? Les institutions traditionnelles de gestion des ressources naturelles aussi ont perdu leur influence et leur pouvoir. Suite à la mise en place des législations foncières et forestières dans les années 80 et suite au processus de décentralisation qui remplace les chefferies coutumières par des autorités administratives, le rôle et les pouvoirs de ces dernières ont été renforcés au point d'étouffer les mécanismes traditionnels de régulation.
Au lieu de composer avec les potentialités locales et les méthodes endogènes, l'accent a été mis sur l'application de nouveaux textes juridiques régulant l'accès aux ressources. Les textes réglementaires modernes sont souvent soit non appliqués, soit méconnus des populations et parfois des autorités chargées de leurs applications. Ils se révèlent actuellement inadaptés pour favoriser une gestion durable des ressources naturelles sans conflit. Donc au niveau régional, les initiatives pour prévenir et gérer les conflits passent essentiellement par des mesures visant à protéger les mobilités transfrontalières des éleveurs. En 1988, il a été dit hier et aujourd'hui, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a établi les modalités de la transhumance et introduit un certificat international de transhumance. Les autres structures régionales comme le SILS ou le OMOA ont elles aussi élaboré des politiques promouvant la transhumance transfrontalière. Ces différents outils visent à protéger les droits d'accès, de passage et d'utilisation des ressources des pasteurs. Malgré ces différentes mesures, des difficultés sont régulièrement constatées et qui se révèlent des grands défis. Donc, les défis sont relativement à l'aménagement notamment des ressources naturelles, de la sécurité et de la contingence politique. Pour l'aménagement des ressources naturelles, elles ont trait à la gestion des terres et des ressources en eau, ce qui est le principal défi pour les éleveurs et les agriculteurs dans cette région. Et donc la gestion des terres et des ressources en eau, la pression démographique et écologique en Afrique de l'Ouest et au Sahel est un phénomène aussi régional. La surface des terres cultivées a considérablement augmenté au fil des ans, alors que le pâturage diminuait d'autant. Cela est dû en partie au fait que les éleveurs possèdent rarement des terres à titre individuel ou collectif et ils comptent sur l'accès au pâturage et à l'eau comme ressources communes avec les communautés locales. Les terres de passage peuvent être cultivées ou consacrées à d'autres fins. Donc la capacité d'adaptation des éleveurs à ces défis est compromise par la faiblesse du soutien des États, le contexte d'insécurité et le droit d'accès aux ressources naturelles souvent limité. Nous avons aussi parlé de changement climatique et d'adaptation, car les variations de la pluviométrie constituent aussi des contraintes importantes sur les éleveurs. Dans la plupart du pays du Sahel, les agriculteurs et les éleveurs ont fait état de conditions climatiques plus difficiles, avec une saison sèche plus longue et une saison de pluie plus courte. Même lorsque le volume de pluie est resté similaire, au lieu d'une répartition équilibrée des pluies, la région connaît parfois des fluctuations importantes, voire des inondations et avec des averses brutales qui peuvent provoquer la mort du cheptel. Cette tendance force les éleveurs et les agriculteurs à ne plus être résilients et à s'adapter. Donc, quant aux défis sécuritaires, elles sont de plusieurs ordres. Nous avons parlé de la prolifération et utilisation des armes légères, car ça aggrave la violence des conflits frontaliers. C'est particulièrement le cas quand les conflits éclatent entre agriculteurs et éleveurs en s'ajoutant à l'insécurité qui est déjà existante. Cela se produit aussi dans les zones rurales, déstabilisées par des guerres, des violences politiques ou ethniques ou par le banditisme. Dans de telles situations, l'autorité de l'État est faible, les mécanismes de résolution des différends sont inopérants et les armes sont facilement disponibles. C'est l'exemple actuel donné dans le centre et le nord du Mali, où les groupes armés ont eu accès aux armes libyennes après le renversement du régime en 2011. C'est aussi le cas de certaines parties du centre et du nord du Burkina. Donc la prolifération des armes est un problème régional qui a rendu les conflits traditionnels plus meurtriers encore, avec des affrontements et des représailles en série divisant les communautés. Nous avons aussi comme défi sécuritaire les activités terroristes. L'extrémisme violent des groupes terroristes et autres groupes opérant dans les zones du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest sont venus aggraver les tensions liées au pastoralisme. Le Haut Commissariat aux réfugiés a relevé une augmentation des déplacements des populations et des réfugiés à cause des violences entre éleveurs et agriculteurs. Une partie importante des réfugiés et des personnes déplacées par ces conflits sont des éleveurs.
Boko Haram mène des attaques et des raids sur les éleveurs et les agriculteurs dans le bassin du lac Tchad, notamment vers Difa au Niger, volant les bétails et les cultures et tuant, déplaçant des individus, comme mon prédécesseur l'a si bien dit ce matin. Donc les relations entre les éleveurs et les groupes terroristes au Mali et dans certaines zones frontalières du Burkina Faso et du Niger sont en évolution aussi avec les conflits. Au Mali, parmi les éleveurs ont été recrutés des éléments des groupes djihadistes au prétexte de se défendre contre d'autres groupes armés et de se protéger des moyens de subsistance. Donc voilà le défi sécuritaire. Quant au défi relatif à la contingence politique, c'est que la politique locale et l'environnement politique national ont une grande influence sur l'intensité des conflits impliquant les éleveurs. Quand l'État essaie de tenir compte des intérêts et des besoins des agriculteurs et des éleveurs, la probabilité du conflit est moindre. C'est quand l'État fait montre d'un préjugé, d'un fort préjugé envers un groupe, pratique l'exclusion ou néglige la population rurale que surviennent les conflits. C'est là que les codes pastoraux peuvent être utiles car ils établissent des droits et des responsabilités entre éleveurs. Les petits agriculteurs et éleveurs souffrent aussi de l'accaparement des terres par les élites locales, politiques ou commerciales et par les activités des compagnies minières. Aussi, il y a lieu de relever les fermetures des frontières par certains États. C'est le cas en 2003 lorsque le Bénin a formé ses frontières aux transhumants du Niger et du Burkina Faso. Souvent, les pays hôtes ferment les couloirs de passage de bétail et les dates de transhumance sont fixées sans que les communautés pastorales ne soient suffisamment consultées. À cela s'ajoute le défi de l'harmonisation des textes sur la transhumance à l'échelle nationale et régionale. De plus, obtenir le certificat international de transhumance est administrativement complexe. Les gardes frontières accèrent les pasteurs en leur extorquant de l'argent et en distribuant des amendes. Donc, face à tous ces défis, nous avons proposé quelques perspectives qui devraient être une plus grande attention aux droits fonciers, à la gestion des ressources naturelles, à l'application nationale des protocoles de la CEDEAO et nationaux relatifs à la transhumance, ainsi qu'aux moyens de subsistance des agriculteurs et éleveurs. Donc pour nous, la proposition aussi serait d'organiser des campagnes de communication pour la coexistence pacifique entre les différents groupes. Et il faut davantage communiquer sur les bénéfices mutuels du pastoralisme et de l'agriculture pour les économies nationales et régionales, parce que les gens ne comprennent pas aussi l'impact de cette économie de cette activité sur l'économie nationale et surtout aussi régionale. Donc la rarification pastorale et les difficultés que rencontrent les éleveurs sont de nature à les rendre sensibles au discours fondamentaliste et servir à virer au recrutement des djihadistes dans les triangles Bénin, Mali, Niger. Donc il doit y avoir des structures de gestion de conflits, tant au niveau local que dans les États membres de la CEDEAO, pour mener ces politiques efficaces de prévention et de résolution des tensions entre agriculteurs et éleveurs. Donc des exemples de fonctionnement de ces comités peuvent être pris dans des pays ayant de tels systèmes comme le Burkina ou le Niger. Donc, honorables députés communautaires, chers participants, voici la substance mon exposé qui tire sa source sur plusieurs études faites par d'éminents chercheurs ainsi que des rapports de hautes institutions, aussi bien nationales qu'internationales, intéressées par la problématique de la transhumance dans le Sahel. Je remercie votre attention.